Et donc à partir de là, on a commencé à développer au tout début donc, une revue d'artistes qui était conçue vraiment comme un musée portatif où on invitait différents artistes on va dire, de même sensibilité à contribuer aux éditions. Et petit à petit, voilà, tout ceci s'est étayé, ce qui fait qu'à partir d'une revue, on a commencé à développer à peu près une douzaine de collections de manière assez éclectique, dans le sens où ça va de la littérature au film d'artistes. On produit des disques musicaux, on fait du livre d'artiste, on va dire dit biophilie précieuse, des ouvrages un peu d'exemplaires qui sont, on va dire, au niveau artisanal plus aboutis. Et on fait aussi des livres d'art, on va dire, à bas prix. Parce qu'on part du principe qu'il ne faut pas que ce soit le prix qui arrête l'intérêt des gens. Ça, c'est un truc qui est très important. Moi-même, quand j'étais étudiant, un nombre de fois j'étais frustré de tomber sur des bouquins en disant que je ne pourrais jamais me les payer. Ça, donc voilà, on fait des livres qui fait que qu'on soit au RSA, qu'on ait de l'argent, qu'on n'en ait pas, c'est pas le prix qui doit arrêter, c'est l'intérêt ou pas pour la chose. Donc ça a été une donnée importante. Alors là, pour revenir un petit peu sur l'exposition, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une sélection d'une dizaine d'artistes avec qui on travaille. Alors c'est essentiellement des artistes de la région. Après, nous, c'est un réseau qui est, on va dire, international, mais on a quand même des gens à peu près de tout pays, puisqu'on travaille beaucoup avec la Belgique, la Suisse, un petit peu les États-Unis, l'Amérique du Sud, voilà. Donc, comme je vous disais, l'avantage d'être nomade, ça permet effectivement de se transporter assez aisément. Et à partir de là, on travaille souvent avec des locaux. On n'est pas forcément dans une logique d'exportation. Récemment, on a fait une grosse exposition en Belgique. Bon, mais il y avait une vingtaine d'artistes. On a commencé à peu près 9-10 ans à monter une maison d'édition avec ma compagne. On sortait de l'école des beaux-arts de Nîmes. Et il y a toujours le même problème quand on est jeune artiste, c'est pour montrer son travail. Toujours des difficultés. On va dire, pour faire simple, il y a des gens qui ont des emplacements, voilà, et qui autorisent ou pas les gens à exposer. Quand on est jeune artiste, toujours un premier problème, c'est d'arriver à montrer son travail. Et comme on était quand même pas mal boudé, parce que ce qu'on fait peut paraître un peu original, ou en tout cas pas vraiment dans le goût commun, on a cherché des alternatives en fait pour pouvoir exister. Voilà. Et comme à la base, on va dire, je le fais simple un peu, là, je le fais simple, hein, mais on va dire c'est toujours un peu plus compliqué, il y a différents concours circonstances qui finissent par se mélanger. Mais on aimait le livre d'une part, et de l'autre côté, on avait des problèmes effectivement pour montrer notre travail. Donc on a rapidement joué les deux bouts, c'est-à-dire on s'est dit le livre peut être un support pour montrer le travail. Voilà. En toute autonomie. Parce que l'avantage de l'édition, c'est qu'un livre, c'est transportable, c'est quelque chose d'assez petit, c'est multipliable, on peut mettre à plusieurs endroits à la fois et être nulle part, et si à un moment donné, il y a quelqu'un qui est gêné par ce que vous faites, on va les bouquins, mettez à la poche, vous partez, c'est un jeune garçon. Donc là, ça c'est le dernier livre qu'on a fait. Alors parce que bon, Michel au début, lui, son truc, c'était ce qu'il appelait des carnets nomades. C'est-à-dire que grosso modo, c'était l'atelier minimal, il avait un carnet à dessin, à 4 avec 3 rotrings, un truc de blanco pour de temps en temps faire des retouches de blanc, un crayon, une gomme. Voilà, le minimum pour pouvoir être transporté, travailler vraiment partout. Et donc il faisait des dessins à 4. Et quand on a commencé à se rencontrer, on a commencé à faire un premier carnet, un deuxième et compagnie, et en fait c'est quelqu'un qui a très rapidement compris les possibilités qu'offrait l'édition. Et à partir de là, il s'est mis carrément à concevoir des livres en fonction de Michel Cadière, lui, on va dire qu'il c'est vraiment quelqu'un qui vient entre guillemets de l'art populaire, dans le sens où il n'a pas du tout de parcours d'enseignement artistique du tout. Lui, il a commencé en étant balayeur à la ville de Nîmes pour différents problèmes de santé, parce que c'est quelqu'un qui a eu un énorme accident de voiture. Il s'est retrouvé travailleur handicapé et pour après on va dire les soucis de santé qui se compliquaient parce qu'on lui fait travailler dehors par des marées, il s'est retrouvé garder le musée. Voilà, donc il a été gardé le musée à Carrera, maintenant il est gardé le musée au musée du lieu Nîmes. Et on va dire qu'il y avait tout un temps d'un travail d'attente qui était, alors, il y a ceux qui dorment, ceux qui disent galère voici, il y a ceux qui font les mots croisés, et il y a Michel Cadière qui décide rien de punir, parce que c'est des lignes de mots. Et alors le principe du livre lui-même est monstrueux, dans le sens où c'est un dessin infini, où chacune des bandes en fait correspond.
Et il est parti d'un grand panneau Ah où non, il a non, fait des non. En essais fait, à la suite. chaque dessin Ouais. sont faits dans son carnet A4. D'accord. Et après, nous, justement, le travail d'édition, ça a été de. Alors lui, il fait une collection qui changeait bien, mais ça devient vite très très fastidieux. Et en fait, il est tombé dans le théâtre de marionnettes et découvert en fait le théâtre de papier. Alors le théâtre de papier, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup en fait dans les traditions anglophones et germaniques. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très très populaire. Si vous voulez, les théâtres de papier, les planches de théâtre de papier en Allemagne ou en Angleterre, c'est des trucs aussi traditionnels que l'imagerie des villages chez nous. Alors ça s'appelle se perdre chez nous. C'était des choses, on pouvait acheter ses propres planches, découper son propre théâtre, il y avait la petite pièce de théâtre qui était inscrite et on pouvait jouer la petite pièce avec les marionnettes. C'est beaucoup japonais aussi. Alors les langues chinoises japonaises, mais moi je parle chez nous. Le papier aussi, hein. Ouais, mais c'est une tradition qui nous vient maintenant. Ouais. On n'avait pas ces aspects-là au XIXe siècle. On ramenait des stands japonais, des choses comme ça, mais on ne ramenait pas du théâtre d'ombre. Et même le théâtre d'ombre, il a presque une histoire un peu parallèle en Occident. Quoi. Parce que dans les cabarets du Chat Noir du XIXe siècle, par exemple, il y avait tout un développement au niveau des hommes chinoises, et quand on voit les mécanismes et compagnie, ça n'a malgré tout pas grand-chose à voir avec le théâtre d'ombre japonais. En tout cas, voilà, pour revenir à Eric, il a très vite compris les possibilités, modestes et simples que pouvait offrir le fait de faire du théâtre de marionnettes. Et en plus de ça, les aspects créatifs et l'ensemble du graphisme. Et donc, il a adapté un bon nombre en fait, de pièces de théâtre et repris certaines pièces de théâtre qui étaient originalement des pièces de théâtre de marionnettes, dont Ubu Roi. Parce que Ubu Roi, à la base, est un théâtre de marionnettes qui a été par la suite adapté pour le théâtre. Donc, on connaît souvent la version avec comédien. Bon, lui, il a remis sous forme de pièces de théâtre. Quoi. Alors, Cédric Debatz, c'est quelqu'un qui a fait aussi les Beaux-Arts à Nîmes. Alors, sinon, on ne s'est pas rencontré aux Beaux-Arts parce que lui rentrait, moi je sortais en fait. Voilà. On s'est rencontrés plus tard. C'est pas compliqué, on a exposé ensemble chez Deleuze Rochetin il y a 1 an et demi, je crois, maintenant, ou 2 ans, je ne sais plus. Et on a bien sympathisé parce qu'au sein de nos univers, il y a des choses, en tout cas dans son univers, qui correspondaient bien globalement à l'état d'esprit venu d'ailleurs. En plus, c'est vrai qu'on a assez peu de peintres dans nos rangs, donc ça faisait plaisir d'avoir quelqu'un comme Cédric. Alors Cédric, son univers est un peu particulier parce qu'il est à la fois dans un peu une tradition on va dire qui est issue de la fin du XXe siècle, ce qu'on appelle le bad painting. Le bad painting, c'est des choses qui sont issues de la figuration libre, ou on va dire un art qui s'inspire des médias un peu populaires, par les films les plus connus, vous avez des gens comme Di Rosa, Jean-Charles Blé, Robert Combas, donc des choses qui viennent un peu du graffiti, en tout cas un art qui est plutôt populaire. Et en fait l'apport, on va dire, l'apport des Beaux-Arts a été à la fois au niveau technique, puisqu'en fait, au bout du compte, ici il a travaillé la peinture à l'huile, et c'est lui qui fabrique ses propres huiles, et je ne sais pas la peinture à l'huile, il fabrique ses propres huiles. Il est maintenant vraiment dans une pratique de cuisine, de peintre, comme on peut le retrouver à Renaissance. Alors il ne fait pas de peinture à Renaissance, mais il a les mêmes procédés, il utilise les mêmes procédés. Après, au niveau de l'univers, on pourrait dire qu'on est vraiment dans une espèce d'atmosphère métaphysique. Ces paysages désertiques, ça fait penser un petit peu à Giorgio de Chirico, enfin qui nous offre une version un peu plus post-apocalyptique, puisque c'est toujours un petit peu des ambiances comme ça de terrain vague, de parking désaffecté, mais avec des présences de choses qui tiennent de l'ordre du fantastique. Et après, il a fini à travailler pour un maître artisan qui a réalisé des entiers. Et il a fini brocanteur. Jusqu'au jour où, pour différents problèmes, il s'est retrouvé
sait qu'il récupère des objets, donc il lui ramène des tas de choses. Et à partir de là, en fait, il a transformé son environnement, l'atelier dans lequel il habite. Et alors là, ici, ça c'est une toute petite portion de ce qu'il y a. Et donc, dans les voyages, je récupère dans les musées des petits éléments. Et que je dirais qu'après, c'est un rebus, il y a toujours un titre qui va un peu éclairer le tableau. C'est un peu comme un poème visuel, peut-être. Une petite poésie visuelle, de rêverie, mais à sens multiple, c'est pas un sens précis, ça reste un peu dans le vague. Mais le titre indique, et puis c'est comme on fonctionne toujours avec un peu avec l'idée des rébus, c'est-à-dire en fait des images à sens caché et qui se combinent autrement et qui créent une autre. Philippe, alors Philippe Lemaire, c'est aussi quelqu'un qui est, on va dire, autodidacte, qui a toujours travaillé un petit peu comme ça sur ces notions d'onirisme et qui est, on va dire, vraiment dans une lignée de tradition de collagisme qui remonte. Donc là, voilà, ça c'est toute une série. Alors, c'est, on va dire, essentiellement du travail noir et blanc, parce qu'effectivement, ce sont des gravures de magazines du 19e, mais ça arrive assez régulièrement en fait, qu'ils fassent aussi des collages en couleur, dans des styles plus pop, justement, assez forts en contraste avec des couleurs rouges, des jaunes, des bleus qui sont complètement électriques. Là. Voilà. Donc, le premier livre qu'on a sorti avec lui, c'était ça. On n'a pas commencé à travailler avec ces collages noir et blanc, on a vraiment commencé à travailler avec des collages comme ça de couleur. Le travail d'Aurélie, donc elle est photographe, mais c'est une pratique en fait qui est quand même en rapport avec le collage, puisqu'en fait il est question en fait d'assemblage. Donc ce sont des objets qu'elle récupère, qu'elle va assembler à la manière de collage, mais l'assemblage est éphémère. La plupart du temps, c'est assez fragile pour tenir le temps de la photographie. C'est-à-dire que l'objet comme ça, il faut imaginer que c'est un hameçon, donc ça c'est une allumette. Quoi. Donc il y a des phénomènes d'agrandissement, des choses comme ça, c'est des petites compositions donc, qui sont de l'ordre de la combinatoire et du collage. Qu'ils ont mis en espace après très méticuleusement, voilà. Avec des fois avec des éclairages, mais juste le temps de la prise de photo. Alors après, elle décline ça sur différentes séries. Elle a ce qu'elle appelle des séries blanches, qui sont, on va dire, des lumières plutôt crues, quelque chose qui pourrait, au niveau de la prise de vue, presque s'apparenter à l'imagerie publicitaire. Voilà, le côté froid, et comme ça, à part que bon là, forcément l'imagerie publicitaire elle est complètement décalée, du fait que c'est un objet poétique qu'on a en face des yeux, qui n'est pas monosémique. La publicité, la plupart du temps, c'est une image pour moi, avec des jeux d'éclairage, de clair-obscur, beaucoup plus expressifs, des choses qu'on pourrait presque dire caravagesques, une dramaturgie plus forte au niveau de la lumière. Puis une autre série qu'on appelle les séries roses, qui en fait sont sous fond rouge, qui ont des consonances plutôt érotiques. Quoi. Voilà. Se met toujours sur le même type de poétique d'assemblage. Alors moi les dessins, c'est aussi quelque chose qui s'apparente, on va dire, à l'art du collage, dans le sens où je travaille toujours à partir de montages préalables. Je travaille à la table lumineuse, ça me permet d'utiliser des documents anciens, des choses comme ça, faire la composition, et puis une fois que la composition est mise en place, là j'attaque en fait le dessin pour en parler au niveau des lumières. Et alors moi je suis un peu comment dire, multitâche, on va dire, multiprocesseur si je peux dire. Une amie récemment me disait, magazine, les articles qui parlent de choses, nous on ne voulait pas parler de sujets, machin, on veut traiter les sujets. Quand on demande un texte à quelqu'un, c'est pas un article sur tel truc, c'est un poème ou un texte littéraire, et pour là c'est pareil. Donc à partir de là, on dit revue d'artiste aussi, le minimum c'est qu'elle soit créative. Donc si c'est pour avoir une revue qui ressemble à toutes les autres, formellement c'est pas très intéressant. Donc nous on est parti sur une idée très très simple, c'est un format de poche, c'est un truc qu'on peut foutre dans sa poche, comme ça, c'était de décliner autour d'une thématique à chaque fois 3 livrets. Et donc on avait un premier livret qui était un livret commun, où il y avait plusieurs artistes, écrivains, voire des musiciens, des vidéastes qui participent, parce qu'il y a du contenu multimédia. Le deuxième livret, c'était une carte blanche à une seule personne. Et le troisième livret, une réédition d'une œuvre du passé, mais mise en relation avec la thématique.
À savoir qu'à chaque fois, à partir de même format, on cherche à proposer des déclinaisons graphiques. Et elles ne sont jamais pareilles. C'est une fonction des livres-objets. Donc celui-ci, par exemple, avec des systèmes avec des pop-up. Mais ici, c'est un disque. C'est un audio guide qui fonctionne en fait avec un calendrier, de sourire de cette manière. Donc là, ça c'est Irénée, que vous connaissez, qui avait fait. C'est assez simple. On va vous dire un message. Après, le prochain truc, il y aura une projection de film, parce que bon, comme je vous le disais, on a différentes collections, dont une collection en fait, de films d'artistes. Et donc ça, c'est le samedi. Petit carton. Le 9. Donc voilà, ce sera une compilation, on va dire, des derniers films qu'on a distribués et produits. Voilà, donc il y aura le travail par exemple, de Claude Ballaré, alors ça qui est un travail de réédition, parce que Claude Ballaré, c'est un artiste qui fait des collages et qui en a travaillé, qui a réalisé un film en 35 mm, il y a, j'étais même pas allé, pour vous expliquer, en Tunisie. Et bon, ça fait un petit moment que je connais Claude, c'est j'avais au-dessus, entre guillemets, et il m'a dit qu'il avait fait un film, je dis, mais il est où ce film? Oula, il y a un copain qui a la bobine, et puis il travaille à la télé, peut-être que éventuellement on peut l'avoir. Attends, tu rigoles. Et donc du coup, il a renvoyé, on a fini par le renumériser, on travaillait tout ça, il le sortir en DVD, un film qui est totalement inconnu. Il y a le travail d'Eric Hellman, il y aura des films que j'ai réalisés moi, des films qu'Aurélien a réalisés. Il y aura à peu près, grosso modo, 1 heure de programme. C'est que des trucs sympas. Le 16, eh bien, c'est Ubu vos papiers, donc c'est le copain Eric Poirier qui fait donc, une adaptation de Ubu Roi, qu'il a remanié, parce qu'il prend, parce que Ubu, il y a Ubu Roi, Ubu enchaîné, Ubu cocu, il y a différentes, bon lui, il va dire qu'il a pris les meilleurs moments de toutes celles qui sont le plus adaptées au théâtre, au papier aussi, voilà, et donc c'est un spectacle d'1 heure et quart, je crois, un truc comme ça, 1 heure et demie, je sais plus exactement. Et le 6, je ferai une conférence. Alors j'ai intitulé ça « Pas ta conférence ». On parlait de surréalisme tout à l'heure, mais je suis proche aussi d'une chose qui s'appelle la pataphysique. Je ne sais pas si vous connaissez. La pataphysique, c'est quelque chose qui a été créé par Alfred Jarry. C'est la science des solutions imaginaires.